Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Le Podcapsuleur qui reprend la route pour une 8e saison à la découverte de brasseries en France et en Belgique. Dans chaque épisode, je vous emmène à la rencontre d'hommes et de femmes au parcours de vie extrêmement variés qui un beau jour ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 8, épisode 1, Jérôme Pallier, Benoît Bram et Quentin Drouvin, Little Atlantic Brewery à Nantes. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec Little Atlantic Brewery. C'est une jeune brasserie qui a fêté cette année son 5e anniversaire. Little Atlantic Brewery est apparu en 2016 dans les cartons de Jérôme Pallier et Greg Smith, deux passionnés de bière et amoureux de la mer. Puis c'est en 2019 à Nantes, dans un bâtiment datant de 1856 et sur un site chargé d'histoire, que la brasserie installe ses cuves. Ses cuves et même un peu plus, puisque l'endroit est un véritable lieu de vie que je vous emmène à découvrir dans cet épisode du Podcapsuleur. Bonjour, je suis Jérôme Pallier, bienvenue au Little Atlantic Brewery. Brewery, c'est dur à prononcer, mais ça veut dire brasserie en anglais, et ici on fait de la bière. On fait de la bière, mais pas que, parce que Jérôme, on est à Nantes, où Little Atlantic Brewery s'est installé il y a 5 ans. Un beau projet dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, ce lieu où tu nous accueilles, ce lieu où tu nous reçois, il a toute une histoire et tu l'as transformé en un lieu de vie où l'on fabrique de la bière, mais où il y a aussi une grosse dimension brewpub, accueil du public, restauration, etc. Où est-ce qu'on se trouve là précisément ? On est à Nantes, on est dans le quartier du Bas-Chantenay. Alors absolument, ici on est vraiment dans un lieu chargé d'histoire à Nantes, c'est le quartier du Bas-Chantenay qui était un haut lieu de la construction navale à Nantes dans le 19e siècle. Ici on construisait des grands bateaux, des sous-marins. Il y avait plus de 3000 ouvriers qui travaillaient à la confection des chantiers de l'Atlantique qui dans les années 80 ont déménagé à Saint-Nazaire. Et l'anecdote, c'est que juste à 20 mètres d'ici a été construit le fameux 3-mâts Le Bellem. Et donc on est très fiers d'avoir juste à proximité de notre brasserie cette magnifique cale dans laquelle a été construit ce fameux 3-mâts. Et ce bâtiment dans lequel on se trouve, il est encore bien plus ancien puisqu'il a été construit en 1856, à l'époque pour fabriquer de l'huile. Alors absolument, le bâtiment date du 19e. Au tout départ, il était occupé par les huileries Bonnet, où il faisait de l'huile alimentaire et qui servait notamment à éclairer la ville, notamment de l'huile lampante. Et on peut d'ailleurs, à l'entrée de notre brasserie, retrouver les vestiges du passé, puisque à l'entrée principale se trouvent les vestiges du pressoir. Et par la suite, effectivement, ce bâtiment a eu toute une histoire et cette histoire de construction navale avec les chantiers du Bijon qui l'ont occupé jusqu'à la fin des années 70-75 pour ensuite être abandonné et devenir une sorte de friche industrielle qu'on a réhabilitée du coup en 2019. En 2019, donc c'est presque les débuts de Little Atlantic Brewery, mais la vraie histoire, la petite histoire commence 3 ans plus tôt, en 2016. Absolument, 2016 c'est l'idée en fait. Moi j'ai passé 25 ans de ma carrière dans le monde de la bière, mais plutôt côté grand groupe industriel. J'étais à l'époque chez Kronenbourg-Carlsberg. Passé la quarantaine, à force d'être dans les trains, les avions, en Chine, en Inde, au Vietnam, ça m'avait coûté mon couple. Ma fille, qui était adolescente, avait vraiment besoin que je revienne à Nantes. Donc, je me suis naturellement posé la question, est-ce que je change ? Je repars dans un grand groupe, mais ça revenait au même et à reproduire les mêmes erreurs. Et passionné par la bière et voulant revenir à Nantes, je me suis dit, mais il y a encore de la place au vu du marché pour créer une marque de bière à Nantes et au-delà. Donc ça, l'idée, c'est 2016. Il a fallu que ça mature chez moi. Et c'est en discutant avec mon associé, qui est Greg Smith, avec lequel j'avais travaillé chez Kronenbourg-Carlsberg, qu'on s'est dit, écoute, on y va, lançons-nous. Donc il y avait plusieurs questions. C'est d'une part, ok, on va créer une marque de bière, mais comment on fait ? Est-ce qu'on fait une brasserie ou est-ce qu'on fait une brasserie-bar ? Et là, mon associé qui revenait d'un grand voyage aux États-Unis m'a convaincu en me disant, non, on va faire une brasserie, mais on va faire un gros brewpub qui sera notre vitrine de marque. Si j'étais Apple, mon métier, ce serait de vendre des iPhones. Donc moi, je suis brasseur, mon métier, c'est de vendre de la bière. Mais Apple, vous avez bien vu qu'ils ont des magnifiques Apple Store. Et le brewpub dans lequel on se trouve, c'est notre vitrine, c'est un peu notre beer store. Donc voilà, c'était le concept de brewpub. Ensuite, concept de marque, on s'est dit, on fait quoi ? On fait une bière nantaise, une bière bretonne.
Après quelques bouteilles de bière, on s'est dit que non, il fallait faire autre chose, parce que bière nantaise, c'est super, mais ça marche à Nantes, mais dès que vous êtes en Vendée, ça marche plus. Bière bretonne, l'univers est déjà tellement pris qu'on ne voyait pas trop ce qu'on pouvait apporter au marché. Et donc, comme on est tous les deux passionnés de bière, mais aussi de voile, on s'est dit, on va faire une bière orientée vers l'océan Atlantique pour tous les amoureux de voile, de sport marin, de nature et de liberté. Et donc, le nom, après vraiment beaucoup de bouteilles de bière, s'est arrêté sur Little Atlantic Brewery, qui est un mélange de français et d'anglais, puisque moi je suis français, mais lui est australien, que personne ne peut prononcer. Donc tout le monde nous appelle Lab, mais nous, ça nous fait marrer. Et donc là, derrière cette ambition et cette passion peut-être pour l'Atlantique, ça fait quand même une sacrée zone de chalandise pour distribuer sa bière. Oui, et le concept plaît franchement parce qu'il permet de se différencier. Donc on est orienté océan, liberté, avec vraiment un univers de marque assez premium et assez moderne, jeune. Et aujourd'hui, on est distribué franchement de Brest jusqu'aux portes de Bordeaux, en passant par le Mont-Saint-Michel, Rennes, Angers, Saumur, sur à peu près 300-400 points de vente à la pression. Et en grande distribution, on travaille plutôt en local et on a une quarantaine de points de vente hypermarchés, supermarchés. Oui, puis avec une forte progression, puisque en 2023, vous aviez produit environ 5200 hectos, et cette année, 7000 hectos, donc la progression est constante. Effectivement, on est en forte croissance. Donc là, c'est tout d'abord un travail d'équipe, parce que pour croître, il faut de la bonne bière. Et là, j'ai la chance d'avoir une super équipe de brasseurs. Et puis de bons partenaires, donc on a des très bons distributeurs et un univers de marque qui plaît, qui nous différencie. Donc on a la chance d'avoir ce mix-là et qui explique notre croissance. Little Atlantic Brewery, Little pas tant que ça, puisque aujourd'hui c'est quand même 48 personnes en CDI qui travaillent ici. Alors évidemment beaucoup sur la partie cuisine et salle pour la restauration, 5 personnes en production pour la bière, et puis quelques postes administratifs indispensables aussi à côté. On est quand même sur une entreprise d'une belle taille. Alors oui, tout est relatif, on n'est pas non plus une multinationale, mais tu as raison, on approche les 50 personnes. Et donc on est une belle PME. Alors tout ça c'est chouette parce que c'est 50 personnes, tu as raison, beaucoup en bar et en restaurant, mais c'est aussi une moyenne d'âge très jeune. On a environ 30 ans de moyenne d'âge dans l'entreprise et beaucoup de nationalités différentes puisqu'on a plus de 6 nationalités dans l'entreprise. On a des Sud-Africains, des Irlandais, des Australiens, des Chiliens, des Espagnols. Voilà, et tout ça fait un melting pot assez sympa. Et alors quand on est passé par un grand groupe comme celui que tu citais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on retient de cette expérience en termes de management par exemple ? Que tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus lentement, mais plus loin. Et que donc, en fait, ce qui est important, c'est de construire la bonne équipe et de s'entourer de la bonne équipe. Moi, c'est la seule leçon que j'ai reçue des grands groupes. Il vaut mieux avoir la bonne équipe et être rigoureux dans les process. Donc, les grands groupes, ça a aussi appris la rigueur. Et ça, appliqué à des dimensions PME, ça marche plutôt bien. On critique beaucoup les grands groupes, mais c'est une formidable école en termes d'apprentissage et de rigueur. Cette entreprise, cette brasserie et son brewpub, tu les décrirais comment 5 ans après la création ? Je crois que c'est un peu toi qui en as parlé tout à l'heure. Pour moi, on est un lieu de brassage au sens propre comme au sens figuré. Lieu de brassage parce que bien sûr on brasse des bières, mais aussi on brasse beaucoup de cultures différentes, mais aussi beaucoup de sensibilités différentes et beaucoup d'événements en fait. Au-delà de la bière, on est un lieu vivant où ici tu peux venir le lundi, tu fais un séminaire d'entreprise, tu peux venir le mercredi, il y a un super concert, le dimanche, il y a un spectacle de danse, et tout ça c'est un peu la bière. Elle se raconte, mais elle se vit surtout. Et donc ce qui est super chouette, et je pense que c'est ça qui plaît énormément, notre vocation qui est de faire de la bière, mais elle est aussi d'accompagner tous ces bons moments, et ici on a la chance de pouvoir les vivre au sein même de la brasserie. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, on a dit qu'on était dans un vieux bâtiment qui avait été réhabilité, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce bâtiment est quand même très grand. Alors, tu as raison, on a quand même 3000 m², donc c'est assez grand, et ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est ça qui est génial, parce que ça nous permet d'accueillir beaucoup de groupes, mais aussi de faire des concerts géniaux. Tu vois, on a eu les Ramoneurs de Menhir, on avait plus de 2000 personnes dans l'établissement à faire la fête. Voilà, donc ça nous permet vraiment, au-delà de la bière, d'aller créer ces moments extraordinaires et qui sont super, accompagnés d'un bon demi ou d'une bonne pinte. Avec un accueil 7 jours sur 7, donc beaucoup d'événements à prévoir, à programmer, à organiser.
Ouais, donc 7 sur 7, on est fermé juste 2 jours dans l'année, hein, le jour de Noël, parce que je tenais absolument à ce que les salariés profitent de ce moment en famille, et puis le lendemain du Nouvel An. Et au total, c'est plus de 120 concerts à organiser ou événements dans l'année. Donc on a une personne, Johanna, qui s'en occupe et qui est la programmatrice, mais c'est beaucoup de boulot, effectivement, en termes de programmation, et c'est ce qui fait notre succès, je crois. La bière est centrale dans cette belle maison parce que dès qu'on rentre dans le brewpub, là, au rez-de-chaussée, mais on la voit aussi depuis les étages puisque c'est vitré. On a vu sur la salle à brasser et tout à l'heure, j'étais en train de casser la croûte et le brasseur est venu travailler sur son outil pendant que les gens sont au restaurant. T'as raison, dans la réhabilitation du bâtiment, vraiment au niveau architecture, on avait 2 parties pris. Première chose, c'est de dire, dès que le consommateur rentre, coucou, on est brasseur. Peu importe où tu te trouves, à quel étage que ce soit dans le bâtiment, il y a une vue sur la salle à brasser. Et le deuxième parti pris, c'était en lien avec la marque, c'est l'ouverture vers le large. Et peu importe où tu te trouves dans le bâtiment, tu as cette ouverture sur la Loire, l'estuaire, et qui rappelle le grand passé maritime de Nantes. Donc c'était vraiment les 2 partis pris de départ. Cette ouverture sur la Loire, l'océan, la liberté, et le focus sur la salle à brasser qui se voit dans tous les endroits du bâtiment. La Loire, forcément, mène à l'Atlantique. Peut-être qu'un jour les fûts partiront d'ici en péniche. Alors figure-toi, c'est marrant, les grands esprits se rencontrent, il y a un petit projet là-dessus. Il y a un petit projet là-dessus, alors pas à grande échelle, mais de pouvoir faire voyager certains de nos grands crus autour du monde, ça serait plutôt sympa. Et je rencontre effectivement des navigateurs qui seraient prêts à nous accompagner dans cette idée. Et alors, est-ce que 5 ans après le début de cette aventure Little Atlantic Brewery, tu as retrouvé cet équilibre de vie personnelle auquel tu aspirais parce que c'est quand même un métier prenant que celui de brasseur? Alors oui, alors franchement, 5 ans après, je suis ravi. J'habite à Nantes. Tu vois, ce matin, j'ai amené ma petite fille à l'école. Je vais aller la rechercher ce soir. Donc ça, c'est vraiment top. Et c'était le but premier. Après, je te cache pas que entre l'ouverture en décembre 2019, le Covid en février 2020, il y a eu des doutes, quelques moments d'insomnie, mais voilà, quelques années après, ouais, là vraiment, je regrette pas mon choix et c'est une fierté personnelle de pouvoir avoir construit ce lieu, cette brasserie, mais surtout cette équipe, et de pouvoir m'organiser comme je veux, être au plus près de ma famille. Et c'était le but initial. Nous poursuivons notre découverte de Little Atlantic Brewery avec la visite de la brasserie et nous retrouvons Benoît Bram qui est le responsable de la production. Benoît, où est-ce qu'on se trouve là ? Alors ici on se trouve donc dans la salle de concassage, donc c'est là où on vient déposer à nos gros sacs notre palette pour la recette du jour. Donc pas de big bag, on fait tout à la main, 25 kg donc le sac. Et puis c'est un peu faire de la gym tous les jours sans la payer, c'est plutôt cool. Un endroit très simple mais très important à la fois aussi, qui permet donc du coup de lancer les recettes. C'est le début du process, c'est là que tout démarre. Et puis ensuite on peut aller directement dans la salle chaude, voir ce qu'on fait. Alors je te suis, je précise pour nos auditeurs que on est quand même dans une brasserie où l'installation est plutôt éclatée. On vient de passer par une pièce, là qu'on entre dans une autre. Bref, il y a du kilomètre de tuyaux. Il y a beaucoup de kilomètres de tuyaux, il y a à peu près, on va dire, pas loin de 1 hecto dans les tuyaux entre la partie chaude et la partie froide, donc c'est quand même pas mal. Donc ça a été bien géré par le premier brasseur qui a créé l'installation ici, donc Simon Hichard. Donc c'est lui qui a tout planifié, tout mis en place, donc c'est vraiment, on va dire, bien fait. Et c'est un peu de marche aussi, donc en plus des sacs, il y a de la marche, donc c'est vraiment la gym au travail, donc c'est plutôt cool. Là, on vient de monter les quelques marches pour arriver sur la plateforme de la salle de brassage, avec magnifique vue sur le restaurant. Ouais, magnifique vue sur le restaurant, donc on est au-dessus du bar, derrière les serveurs, on peut voir donc du coup le rez-de-chaussée, la mezzanine aussi. On a vraiment de la place pour accueillir les gens par tout temps, donc c'est vraiment un lieu unique pour travailler, c'est très agréable. Toujours de la musique, des gens à qui parler, des clients à qui parler, donc c'est très agréable. Et puis concernant donc la salle de brassage, donc c'est vrai, c'est un peu elle qui domine, hein, c'est ce qu'on voit sur toutes les photos quand vous googlez le lab. Et voilà, donc c'est là où tout s'opère sur la partie chaude. Donc on est sur un système Broken, 35 hectos en complètement automatique. Donc ça c'est très agréable, surtout quand vous avez plus de 8 ans d'expérience. Et que voilà, ça se fait plus ou moins tout seul, donc vous avez vraiment à vous focuser sur les process, sur le
le travail des recettes, l'amélioration, enfin voilà tout ça. Donc c'est super cool de passer du temps à faire autre chose. On peut donc faire jusqu'à 3 brassins par jour. Aujourd'hui on en fait 2 pour avoir des horaires plutôt aussi agréables pour les collaborateurs. Le brassin, le premier, se lance à 3h du matin et on arrive le matin à 8h pour le premier dédréchage, qui se fait tout seul, hein, je précise. Et lancer donc la deuxième recette à partir de 9h pour la finir vers 16h. Voilà, on peut faire donc du coup 70 hectos par jour. On pourrait pousser plus, mais pour l'instant on est très bien comme ça. Donc on arrive à faire en général 8 brassins par semaine. C'est plutôt pas mal pour remplir nos fermenteurs et répondre à la demande qu'on a actuellement. Ça va brasser 2 cuves? Ouais, ça l'a brassé 2 cuves. En fait 3 on va dire. Il y a donc le Whirlpool qui se trouve sous la bâche d'eau chaude, qui est un peu caché. Mais Whirlpool qui est quand même une étape très importante, surtout pour nos bières houblonnées ou aromatisées avec épices ou fruits. Donc 2 cuves, donc un peu classique comme vous pouvez connaître, empâtage, puis la deuxième cuve filtration pour revenir dans la première cuve pour l'ébullition. Donc voilà, c'est un process qui prend à peu près entre 3h30 et 4h, ça dépend la recette, pour partir ensuite en Whirlpool et arriver dans notre salle donc, de fermentation de l'autre côté avec ces longs tuyaux. C'est très très efficace. Et ouais, j'ai pas de bois sous la main, mais je touche du bois pour que ça continue comme ça. Et le fait que la salle à brasser soit dans le restaurant, c'est au-delà de l'aspect accueillant pour le public, ça a des avantages, des inconvénients? Je pense que pour le public, oui, c'est superbe de voir que voilà, ça met en avant notre produit qu'on fait. Voilà, c'est fait sur place, on est artisanal et c'est vraiment agréable pour un public. Venant du Canada de mon côté, je sais que dans les brewpubs, on voit toutes les cuves de fermentation, la salle de brassage parfois. Donc là, c'est un peu un même modèle, donc avec cette salle de brassage qui est vraiment au cœur du bar. Pour nous, collaborateurs, on n'a pas forcément il n'y a pas forcément de problème sur ça parce qu'on vient le matin, le bar ouvre, les premiers collaborateurs arrivent à 10h, donc le matin, on a le temps vraiment de nettoyer, de faire des choses un peu plus bruyantes. Et pour le deuxième brassin, c'est un peu cette heure ici, là il est à peu près 15h30, donc c'est entre les deux services. Donc c'est très calme et généralement il n'y a pas vraiment personne dans la salle, donc pas de problème sur ça. Puis nous, ça nous met un peu en valeur aussi, on est là un peu sur scène. C'est aussi agréable, ça me dérange pas, c'est même plutôt bien. Alors Benoît, on a quitté, finalement c'est la salle du restaurant, hein. C'est dans le brewpub qu'on trouve le bloc chaud. On est même passé par l'extérieur, hein. C'est pour dire que le site est grand et qu'effectivement il y a pas mal de tuyauterie pour faire circuler la bière. Et là on se trouve dans le hall de fermentation. Comme tu peux voir, on a pas mal de tailles de fermenteurs différents, donc on a 3 de 35, 4 de 70 et donc là actuellement on en a 5 de 170, on en a un 6e qui devrait arriver prochainement, sûrement pour la prochaine saison. Donc voilà, du gros litrage, on a quelques barriques aussi comme tu peux voir. Mais oui, voilà, il y a un gros cordon ombilical de tuyaux qui vient jusqu'ici. Donc c'est assez impressionnant et puis du coup on est sur la partie donc, un peu plus bruyante, donc on a voulu isoler forcément du restaurant. C'est là où on fait forcément tout ce qui est CIP au niveau des cuves pour le nettoyage. On a aussi notre centrifugeuse, donc c'est des salles un peu isolées, ce qui est normal du public. On utilise aussi, il y a beaucoup de sécurité à respecter. C'est là où la bière se repose, prend le temps de fermenter, de se reposer à zéro quand on la crache et ensuite de l'envoyer donc par la centrifugeuse. Mais avant ça, donc on a aussi notre dry hop. Donc c'est un hop gun qu'on a transformé juste en hop dozer finalement parce que c'était plus simple comme ça. Alors c'est quand même pas mal de tuyaux installés. Il me semble que c'est 13 pour pouvoir envoyer du houblon. C'est assez énorme. Et puis sur des cuves comme ça, là, sur du 170, faut le faire en 4-5 fois parce que on peut pas en mettre tout le houblon dedans, c'est 30 kg maximum. Donc voilà. Quand on fait des grosses IPA, ça prend un peu de temps. Donc c'est des gros process. Forcément, on est sur des gros volumes, donc ça prend plus de temps. La centrie, qui fait pas de bruit là actuellement, et tant mieux parce que elle est assez bruyante, la petite. Mais voilà, elle nous permet donc d'envoyer des bières qui n'ont pas de problème de hop creep, de refermentation. Donc c'est vraiment une sécurité qu'on a mis en place et je trouve ça plutôt intéressant.
pour que voilà, nos clients continuent de venir chez nous et qu'on se dise les bières du lab sont safe. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour nous. Donc après, la centrifugeuse s'est mise dans des bright tank, donc des cuves de garde, pour ensuite partir en packaging. Donc on a une encanneuse qu'on peut changer au niveau du format, donc 33 ou 44. Et on a une enfuteuse aussi, laveuse, qui va bientôt partir pour avoir quelque chose de plus automatisé, pour avoir une moyenne de 80 à 90 fûts de 30 litres par heure, ce qui est plutôt pas mal. C'est vrai que là on est encore au 1 par 1, donc c'est beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 2 jours pour faire la moitié d'une cuve ou une cuve. Donc voilà, c'est un gros avantage qu'on va avoir aussi pour la prochaine saison. Donc très bon investissement qu'on a pu faire. Oui, parce que là, pour l'instant, c'est manuel. Là, c'est manuel. Encore une fois, on est de retour à la gym. Un fût à la fois, qu'on vient ensuite mettre sur palette. On a eu la chance aussi d'avoir un lift-up. Donc, c'est un appareil de succion qui vient se coller sur le fût avec un bras articulé qui permet à l'opérateur de ne pas venir se casser le dos. Donc, c'est une sorte de gros bras. Vous êtes un peu Robocop. Vous soulevez 30 kg ou 40 sans vous casser le dos et vous ne le sentez pas. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Et au fond là, donc on a tous nos produits finis, donc canettes et fûts qui sont stockés. On a aussi une chambre froide, forcément, levure, houblon, et pour tout ce qui est fruits, par exemple. Et puis on a 2 salles qui sont sur le côté pour tout ce qui est donc matière première, canettes vides, fûts, et puis là où on prépare aussi les commandes. Voilà. Quels sont les styles de bière qui sont produits ici? Est-ce que c'est plutôt classique? Est-ce que c'est plutôt geek? Quelles sont les matières premières que vous utilisez? Tu nous as montré tout à l'heure les barriques qui sont coincées entre les fermenteurs. Ouais, alors pour commencer, au niveau des matières premières, on utilise donc du malt de chez Weyermann principalement. Au niveau des houblons, on fait un peu comme tout le monde, on va chercher chez Bartas, chez Yakima, des produits qui sont sûrs pour nous aussi et pour nos produits. Et en levure, on est chez Fermentis, on est chez White Lab, on est un peu chez tout le monde, on essaye d'aller chercher un peu de variété, d'essayer de nouvelles choses aussi, surtout depuis que je suis arrivé en avril. Donc du coup, au niveau des bières, du style que l'on propose à nos clients, on est sur du 80% classique, donc on aura une pale ale, une blanche, une IPA. On a une New England IPA aussi, une Gose. Donc des choses qui vont pas être très geek dans la mesure où c'est des bières qui restent très accessibles. En termes de goût, on va pas être sur une grosse amertume, sur une grosse purée de fruits. On va vraiment être sur des choses abordables pour tout le monde. Et c'est un peu notre clientèle qui vient ici, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde. Il y a autant des geeks que des gens qui connaissent pas forcément la bière. Et donc du coup, on offre un éventail qui est assez large. Et on a quand même ces 20% où on est très geek. Donc on a fait une milkshake IPA avec 3 fruits différents. On est en train de faire une French IPA avec des houblons donc français. Une bière au sapin pour toute la période de Noël. On a fait une collab aussi avec Fauve, avec Soma, avec Sparkle, donc des brasseries qui sont un peu dans toute la France. Par exemple pour les festivals comme dans Sous Pression, nos 5 ans. Donc on essaye d'avoir l'avantage le plus large possible pour satisfaire le plus grand nombre de clients. Et c'est la politique de l'entreprise, et c'est très bien, ça fonctionne. Donc on continue là-dessus et puis on essaye d'améliorer chaque année nos process sur nos bières qu'on appelle un peu les stables, celles qu'on a tout le temps, mais aussi d'aller chercher des nouvelles recettes et des nouveaux produits chaque année pour ces nouveaux événements, pour ces nouveaux festivals, pour toutes ces choses. Et donc Benoît, dans les barriques? Ouais, dans les barriques, donc c'est barrique locale. C'est donc mon ancien collègue qui a mis ça en place. C'est très intéressant. Donc là, c'est une Imperial Stout qu'on a mis dedans. Et les barriques, c'était, si je me souviens bien, des French cognac, qui sont faites même pas 100 km d'ici. Donc c'est un ami du directeur de la brasserie qui nous les a vendus. Donc on reste sur du local, sur quelque chose de très intéressant. Donc ça va être en quantité limitée, mais ça va être très très bon. Là, ça fait 8 mois qu'elles sont dedans. Donc j'imagine que ça va faire un bon rendu d'ici 2-3 mois.
Et alors le fait d'avoir été brasseur au Canada et d'avoir expérimenté d'autres types de bières, c'est quelque chose qui pourrait te servir pour continuer à développer l'offre de Little Atlantic Brewery? Ouais, tout à fait. Donc moi, c'est vrai que dans mon ancien poste, j'étais je ne saurais pas dire en français, mais innovation brewer. Donc du coup, dans mes anciennes brasseries, j'étais quand même imposé à faire 2 nouvelles recettes par mois. Donc c'était très conséquent. Ça demandait beaucoup de recherche, d'aller chercher dans les podcasts, les magazines, toutes ces choses-là pour aller chercher les idées. Et c'est vrai qu'ici, c'est un peu le challenge d'amener donc ces nouvelles bières, et c'est super excitant parce que ça n'a pas forcément été fait avant. Donc là, il y a quelque chose à amener, et en termes de process aussi, c'est intéressant de voir ce que les anciens brasseurs ont fait, mis en place, et d'aller aussi me servir de mon expérience et des savoirs que j'ai pu acquérir au Canada et en Suisse pour les amener ici. Alors pas pour tout changer et tout casser, parce que ça fonctionne, donc ça sert à rien de tout casser, mais voilà, améliorer des petites choses par-ci par-là font que à terme la bière sera meilleure, et c'est un peu pourquoi je suis venu ici. C'est un beau challenge, un cadre de brassage et de travail exceptionnel, des collègues exceptionnels aussi. Donc ouais, c'est tout du plus. Brasser sur un système en plus qui est très agréable. Et puis c'est une nouvelle façon aussi de voir les choses, parce que par rapport à un petit brewpub du Canada, là on est quand même sur des échelles beaucoup plus importantes. Et c'est hyper intéressant de voir ce décalage et d'apprendre. Et voilà, de toute façon, dans la brasserie, n'importe quel brasseur vous dira qu'on apprend tous les jours. Et voilà, ça c'est la vérité. Et tu as un outil pour faire tes tests? Par exemple, ta bière au sapin, tu l'as testée sur des petits volumes avant de la produire à plus grosse échelle? Alors non, je fais confiance en mon expérience. Parce qu'après 8 ans, je sais que moi je pars toujours du principe, pour faire une bière, il faut partir de la fin, qu'est-ce qu'on veut comme produit fini, et puis remonter la chaîne jusqu'aux matières premières. Donc voilà, travailler sur une base de malt, levure, / houblon, voilà, il n'y avait pas de souci. Et après, j'ai fait pas mal de recherches sur comment intégrer ce sapin sans que ce soit trop intense ni pas assez perçu. Donc voilà, c'est par rapport à beaucoup de recherches, ça prend du temps. Contacter même des anciens collègues ou des collègues qui sont encore au Canada ou voire aux États-Unis pour leur demander comment ils ont fait. Et voilà, c'est beaucoup de choses comme ça, mais non, pas de petits brassins test. On n'a pas, si un brassin test, les gens vont se rire, mais au plus petit qu'on peut faire, c'est 30 hectos. Donc c'est un gros brassin test, on va dire. Voilà, à l'expérience, et puis surtout à aller chercher les idées et puis les process à droite à gauche. Faut toujours s'inspirer de ce qui a déjà été fait, quoi, et l'améliorer. Les 5 dernières minutes avec la dégustation, et pour nous accompagner dans la découverte des produits de la brasserie Little Atlantic Brewery, Quentin Drouvin nous rejoint, ambassadeur de marque. Quentin, que nous as-tu préparé? Salut Olivier, écoute, un petit échantillonnage de nos bières. On va commencer par de la bière de notre gamme permanente, et ensuite on ira goûter quelques bières d'édition limitée, un peu plus travaillées. Je précise que la bière a été servie à la pression, donc nous n'aurons pas le traditionnel petit pchit de la bouteille qui est décapsulée. D'ailleurs, ici, il n'y a pas de bouteille, il n'y a que de la canette. Donc, l'histoire est réglée. Première dégustation. On va partir sur une American Pale Ale, c'est la Spered. Spered, ça veut dire l'esprit en breton. C'est notre fondateur qui a mis sa petite touche parce qu'il est né à Concarneau, et donc il a mis un peu cet esprit-là dans la bière. Et là, c'est une bière avec du houblon cascade et du citra pour lui apporter et une touche un peu florale et une touche un peu fruitée sur une base maltée assez simple pour avoir une bière plutôt buvable, facile à pinter à 5 degrés. On retrouve en arôme vraiment au nez ce petit côté floral assez léger. En bouche, on a une attaque plutôt fruitée, vient ensuite le côté floral et une petite longueur en bouche, histoire de faire durer le plaisir et d'avoir une belle note de bière et de fraîcheur. Deuxième dégustation. Et je te présente l'Exocet. L'Exocet, c'est un petit poisson des mers chaudes, argenté, qui vole au-dessus des mers. Et on avait envie de mettre un peu cet esprit-là dans notre bière, c'est le côté liberté et faire ce qu'on veut. Donc notre American IPA, on l'a bien chargé au houblon,
On lui a apporté des belles notes fruitées, fruits tropicaux, agrumes, avec une bonne base maltée pour bien appuyer les houblons. Derrière, une fine amertume pour venir englober le tout et se délecter d'un bon verre, d'une bonne bière. Là, cette bière, elle est brassée avec des houblons américains, d'où le côté American IPA. On est allé mettre du Cascade, du Simcoe et du Mosaic. C'est des houblons qui sont très connus pour leur côté fruité, punchy, notamment agrumes et fruits tropicaux. Et c'est un trio qui fonctionne assez bien. Une bonne base maltée, assez simple. Du Pils et un peu de Munich, je crois. Donc, ça lui donne une belle robe dorée et un beau col de mousse blanc. Voilà. Ouais, il y a un petit peu de matière. On commence vraiment par des notes fruitées, du houblon bien aromatique. On retrouve bien ces fruits exotiques, fruits tropicaux. Petite note d'agrumes, légèrement florale en fin de bouche. Puis là, vient l'amertume prendre le relais pour créer une belle longueur en bouche et se régaler. Voilà donc l'Exocet qui titre 6 degrés. Troisième dégustation, Quentin. On part sur une édition limitée, la Gose Mangue Passion, avec de la purée de mangue, du jus de la passion et de la fleur de sel de Guérande. On a la chance d'avoir la petite ville et tous les paludiers qui sont juste à côté de Nantes. Et du coup, la petite touche saline de la Gose, on la met dans cette bière. Produit régional. Bon, pas de secret, hein. La mangue vient en premier réveiller les papilles, suivi d'une petite acidité du jus de la passion. Et au fur et à mesure qu'on boit le verre, on déguste, la touche saline vient s'installer tout doucement sur la langue, un peu au fond de la gorge. Et c'est très rafraîchissant, bien fruité, comme on aime. La Gose Mangue Passion, on est sur du 6 degrés, c'est léger et facile à boire. Une bière de terrasse, on appelle ça. Quentin, nous poursuivons notre dégustation avec la Sainte-Barbe, une bière brune, une Black Lager. Oui, on part un peu en Allemagne, là, pour le coup, une fermentation basse. Notre Black Lager à 6%, où on va être sur des notes plutôt café, plutôt cacao, mais plutôt facile à boire. On a une belle note qui dure tout du long, mais pas trop complexe, qui rentre très bien dans notre gamme permanente. Moi, je sens vraiment cette note. On est entre le chocolat et le cacao, vraiment en premier, et qui dure bien en bouche. On peut l'apercevoir déjà rien qu'avec la mousse un peu crémeuse. Et cette belle robe brune, pas tout à fait sombre et dense, mais un beau noir quand même. Facile à boire, 6 degrés. Notre Sainte-Barbe, notre Schwarzbier, exactement. Sainte-Barbe, c'était... pourquoi le nom ? Parce que nous, on est très orienté autour de l'océan, de la mer, de l'Atlantique. Sainte-Barbe, c'était une partie des bateaux, des vieilles galères, des galions où on stockait la poudre à canon, la poudre noire à canon, qui était bien protégée dans les bateaux. Et cette poudre à canon noire, on trouvait que c'était une bonne idée pour notre bière noire de notre gamme. Et pour terminer notre dégustation, Quentin, on ne pouvait pas faire l'impasse sur la bière des 5 ans de Little Atlantic Brewery. Donc c'est une bière qui est brassée exclusivement pour l'anniversaire et servie uniquement ici ? Oui, c'est ça exactement. On a fait quand même quelques canettes pour que les gens puissent repartir avec des coffrets. On a prévu une Hazy Pale Ale, une bière légèrement trouble, avec une belle robe jaune, un beau col de mousse blanc, et une bière à 5 degrés, facile à boire. On a voulu une bière bien fruitée, c'est ce que je ressens directement, que ce soit au nez avec les arômes ou au niveau des saveurs. On est vraiment sur les fruits tropicaux, avec une touche d'ananas, un peu de mangue. Bien houblonné, mais pas amer. Vraiment, on a quelque chose de facile, d'accessible. Donc une petite bière blonde à 5 degrés, très agréable, qu'on a envie de partager. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la brasserie pour les 5 années à venir ? On a envie de souhaiter encore beaucoup de recettes, beaucoup de nouvelles bières, beaucoup de bières à partager, beaucoup de bons moments, d'événements. Encore
des associations avec notre restaurant, les mets, les bières. Et puis voilà, voir l'univers brassicole continuer à se développer comme nous on se développe. Et puis partager, toujours partager, la bière, le partage. Merci à Quentin Drouvin, Jérôme Pallier, Benoît Bram et à toute l'équipe de Little Atlantic Brewery pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans un mois pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.